Claire Berest, le 6 juillet 2020, Paris. Bonjour Claire Berest, Bonjour Karen. comment allez-vous et quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ce que nous venons de traverser et tout ce que nous vivons encore? Je pense qu'il va falloir du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense que la vie, c'est un peu comme une narration, une histoire, et qu'il y a besoin de déplacements, de points de vue pour essayer de vraiment comprendre ce qui nous est arrivé. Quelque chose qui m'a frappée il y a quelques jours, je suis retombée dans mon appartement sur un vieux magazine qui datait d'une semaine avant le confinement. Je tombais par hasard dessus et je le feuilletais. Et c'était un autre monde, c'est-à-dire qu'une semaine avant, personne n'avait la moindre idée de ce que nous allions vivre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée et qui m'a fait comprendre que c'est comme si on avait tous été gelés dans cette période qui était violente pour beaucoup de gens, qui était brutale. Des gens ont été malades, des gens sont morts. Et qu'on était en même temps tous figés à se poser la question, mais c'est quoi le monde en fait? C'est quoi la frontière, l'absence de frontières? C'est quoi de ne pas pouvoir se déplacer avec la liberté que nous avons d'habitude? Je crois que ça pose aussi la question de se rendre compte de tout ce qui est à notre portée en temps normal. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'une fois que les choses sont un peu redevenues à la normale, le déconfinement a lieu, on est encore dedans, on avait tous nos vieux réflexes très vite. On avait envie de voir les gens, on avait envie d'aller boire un café, on avait envie d'aller à une terrasse, comme pour retrouver ce temps que nous connaissons parce que nous savons que nous avons perdu nos repères. Et je crois que c'est ça qui surnage un peu aujourd'hui, c'est qu'on est plus conscient chacun que les repères sont à retrouver, à recréer, à réinventer, sans faire table rase du passé, mais en accompagnant chacun de ces accidents qui nous arrivent du mieux possible. Je crois que voilà, on est dans une zone qui apportera, je pense, des bonnes choses, mais il faut tirer l'enseignement de cette violence aussi qui a été faite. Parmi ces repères dont vous parliez, il y a la littérature et l'écriture qui sont un véritable refuge pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils ont été peut-être d'autant plus en ces temps incertains et pourquoi est-ce qu'ils vous ont littéralement sauvé? Alors, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans, de paradoxal. Euh, on l'a vu, on l'a tous mesuré pendant le confinement, le bien que nous faisait de voir des films, de regarder virtuellement des tableaux, des expositions, de lire des livres, de voir aussi tous ces artistes qui ont continué à apporter des choses grâce aux réseaux sociaux, etc. Et je crois que tous nous avons mesuré, peut-être même aussi certaines personnes qui étaient moins sensibles en temps normal à toute cet art qui est à notre disposition, on a tous mesuré que cela nous sauvait, que cela nous reliait, que cela gardait entre nous un dialogue que rien ne pouvait interrompre. Et c'était fabuleux. Je sais aussi, pour ma part, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de films et ils m'ont consolée et ils m'ont fait rire, ils m'ont fait réfléchir. Et en temps normal, je lis beaucoup et j'ai la chance de pouvoir aussi voilà, me plonger dans des manifestations artistiques. Mais de fait, je l'ai senti plus que jamais comme cette couverture consolante aussi qui nous permet de faire face à toutes les tempêtes. Mais paradoxalement, j'ai vu aussi, pour ma part, à mon tout petit niveau, que j'avais envie de silence pendant cette période. Je ne me sentais pas d'écrire ou de parler publiquement. Alors que ça me faisait tellement de bien de voir d'autres gens écrire ou parler publiquement. Mais je voyais qu'à mon niveau, ça m'a obligée aussi à repenser littéralement cette absence de bruit. Parce que le confinement, c'était aussi le monde qui s'était tu. Les routes, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de passants dans les rues, il n'y avait plus les magasins, il n'y avait pas plus le bruit des cafés. Et que littéralement, ce silence, il m'a appris des choses. Parce qu'à l'intérieur du silence, on peut faire discuter les livres qu'on lit, les questionnements qui nous traversent. Et que je sais que pour ma part, on m'a sollicité pour quelques petits moments pour parler, par exemple. Et j'étais très touchée qu'on le fasse, mais j'étais comme paralysée pour le faire. Il fallait que je
puisse me taire pour comprendre, pas pour comprendre, pour me poser les questions de ce qui se passait. Et j'ai beaucoup écrit pendant le confinement. J'ai retrouvé un rythme aussi d'écriture très, très agréable et très profond, mais je n'écrivais pas du tout sur le confinement. J'étais en train de tenter de commencer mon prochain texte, qui est un texte qui parle de gens qui ne sont pas en confinement. Et tout d'un coup, c'était un bonheur de continuer à parler des histoires du monde contemporain sans être accablé par ce qui se passait, parce qu'il y avait un après. Et que cet après, il fallait continuer avec des histoires d'amour, avec des mystères. Et j'ai vu aussi la qualité de cette écriture. Alors, je pense qu'il faudra beaucoup reprendre mon texte. Je ne parle pas de la qualité du texte. Je parle vraiment de la qualité de cette bulle où le monde s'était tu et on pouvait à nouveau peut-être construire les chemins d'après. Après, cette absence de bruit, dans ce silence, ce que je trouvais dur, même si nécessaire, c'était le décompte des morts. Ça, c'était très... Tous les jours, on avait ces chiffres qui tombaient, mais les chiffres étaient sans... Alors, j'allais dire sans vie, littéralement. De fait, il parlait de mort, mais il y avait ce décompte comme une comptabilité, et il fallait surtout ne jamais oublier que ces chiffres n'étaient pas des chiffres. C'était littéralement des gens autour. Et, 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 ouais, j'ai été très troublée de cette litanie-là, parce que, voilà, il fallait, en tout cas, ça nous obligeait, nous, à prendre en charge cette litanie de chiffres, à être un peu humble aussi par rapport à notre situation et à être, voilà, à être dans une connexion globale de savoir que c'était un peu la guerre dehors, la guerre de la survie. Et, et que ce temps qui pouvait être aussi si appréciable pour beaucoup. Alors, il n'y avait plus d'école, les gens devaient gérer leurs enfants, tout ça. Et il y a des blagues à faire avec tout ça. Il y a cet humour de ah, ben, je me rends compte que l'école républicaine gratuite pour tous, eh ben, je suis très chanceux de l'avoir. Et que le jour où ça s'arrête, on avait l'impression que c'était normal. Et non, on a beaucoup de chance, en fait. On a beaucoup de chance d'avoir toutes ces structures-là. Et ça, c'était bien de nous mettre la tête dedans. Mais donc, voilà, je vais un petit peu dans tous les sens. Mais je trouve que l'art, au sens large, l'image, ce qu'on dirige vers l'autre. Quand on prend une photo, on la dirige aussi vers la personne qui la regardera peut-être un jour. Quand on peint, c'est la même chose. Quand on écrit, moi je pense toujours à mes lecteurs potentiels qui voudront bien peut-être venir faire un tour dans cette maison de livres que je propose. Ils ne sont pas là avec moi dans la pièce quand je travaille, mais ils sont absolument là. Et ce confinement a peut-être rendu cette nécessité de l'autre encore plus aiguë qu'avant. Cette nécessité de l'autre, elle se traduit chez vous aussi par l'importance de la sororité. En quoi est-ce que vous avez trouvé en Frida Kahlo, à laquelle vous consacrez ce roman qui s'appelle Rien n'est noir aux éditions Stock et qui vient de décrocher le prix Elle, en quoi est-ce que vous avez trouvé en cette artiste, en cette femme, véritablement une sœur de cœur? Je pense que une sœur, c'est un peu à l'image alors, d'une amie, une amie que l'on n'a pas choisie. Contrairement aux amis, on rencontre, on a des affinités, il y a des liens avec certaines personnes qu'on n'a pas choisies. Mais ce lien est indéfectible, nous grandit, nous console, nous aide, même quand la personne n'est pas là. J'ai l'impression que le lien familial, et la famille, on peut aussi la choisir. On peut aussi avoir des amis qui deviennent des sœurs. Mais ce lien familial fait que cette personne, elle n'a pas de devoir envers nous. Il n'y a pas, tu dois être là pour moi, tu dois faire ceci, cela, tu dois m'aider. C'est, tu es là et par ta présence dans le monde, tu m'aides à rendre les choses moins dures. Parce que tu es drôle, tu es admirable, tu es persévérante, tu es combattante, euh, que le miroir que tu tends fait que je ne serai jamais totalement seule. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de très profond et aussi de douloureux dans la sororité. Et il se trouve que je pense que des artistes, des objets artistiques peuvent être nos meilleurs amis ou nos frères et sœurs. Que quand j'ai rencontré Frida, j'ai rencontré sa peinture et qu'elle change ma vie en une seconde. Pourquoi? Parce que d'être pulvérisée par ces tableaux,
qui sont brutaux, qui sont violents, qui interrogent, qui font tomber de la chaise, tout d'un coup, desserrent le sentiment de solitude dans lequel je suis, m'accompagne, et m'accompagne pas seulement quand je regarde le tableau, mais quand je m'endors le soir, quand je me réveille le matin. Elle vient apporter cette conscience magnifique que nous avons des frères et sœurs partout qui nous attendent parce que nous parlons la même langue. En tout cas, que si nous ne parlons pas exactement la même langue, nous avons un dialecte commun suffisant qui permet de se poser les mêmes questions. Et que littéralement, quand j'ai rencontré la peinture de Frida, j'étais à une période de ma vie où je m'étais exilée, j'étais partie, j'avais peu de gens autour de moi, j'avais peu de gens au téléphone, j'expérimentais la solitude. Dans ce que ça a de beau aussi, il faut aller chercher en soi, il faut aller parcourir, il faut prendre ce temps-là. La solitude et l'ennui, je pense que ce sont aussi des ressources magiques qui nous permettent de prendre le temps. Et le moment où je rencontre sa peinture, tout d'un coup, c'est un dialogue qui commence. Un dialogue qui va me bousculer, qui va me faire changer, qui va me faire évoluer et qui durera toute ma vie. Et après la peinture, il y a aller à la rencontre de cette femme, savoir qui elle était et puis ce qu'elle écrivait, ses lettres. Et alors, il y a aussi peut-être une petite névrose ou obsession, et on en a tous. Cette femme me parlait directement au plein cœur. Une idée de cette femme, une Frida que je me suis appropriée. Je sais très bien que Frida Kahlo, qui a vécu au début du XXe siècle au Mexique, elle a son mystère que je ne percerai jamais. C'est une femme que je n'ai jamais rencontrée. Mais il y a ma Frida, celle que je me suis appropriée, que je fais revivre, qui vient de Frida Kahlo et qui est un remède et un talisman à maintes situations dans la vie. Et qu'il faut avoir l'humilité de savoir que quand on s'approprie les gens ou les choses, c'est une lecture que nous nous approprions. Mais je crois que paradoxalement, ça m'a permis une très grande liberté en écrivant parce que je suis rentrée dans sa peau sans aucune autorisation. Et ça lui aurait plu, je pense. Sans trahison, dans le sens où mes connaissances étaient solides, ma connaissance de ses tableaux, ma connaissance de sa vie, ma connaissance du moment historique dans lequel tout s'inscrit, parce que je ne veux pas trahir mon lecteur ou trahir l'histoire de Frida. Mais quand il s'agit de peau, de chair, de sang, de rentrer à l'intérieur d'elle, là, je l'ai fait sans aucune autorisation et avec la liberté la plus grande du monde. Parce qu'elle était ma Frida que je voulais proposer à des lecteurs, parce que son allégresse, sa joie, son allégria, moi, m'a sauvé la vie 1000 fois. Et que de partager cette joie-là, c'était une montagne de challenge à gravir. Avec l'arrivée du coronavirus, on s'est mis à parler beaucoup de la maladie et la mort qui sont habituellement cachées dans nos sociétés. À l'âge de 18 ans, Frida Kahlo a subi un très grave accident qui l'a laissée confinée, prisonnière de son propre corps. En quoi est-ce que l'art lui a permis de se libérer de ce corset? Une chose qui est curieuse et amusante en ce qui concerne Frida par rapport à plein d'autres artistes, c'est qu'elle ne voulait pas être peintre enfant. Je cite comme ça en vrac, Picasso ou Picabia, dont je parle dans mon livre d'avant, étaient des génies très précoces, qui petits enfants tenaient un crayon comme personne et qui très très tôt ont eu la conscience qu'ils avaient quelque chose à faire avec ça et qui s'est même transformé en la perspective d'une vraie carrière, mais aussi d'un projet théorique de changer l'horizon d'attente qui était celle de leur époque en allant casser les standards, etc. Frida, elle ne veut pas être peintre. Frida, enfant, ce qu'elle veut, c'est d'être libre. C'est une femme dans une société patriarcale et elle a cette force de féminisme, non pas de théoriser sa condition, mais de dire « Ah bon, je suis une femme? Ça pose un problème? Je ne comprends pas pourquoi. » Et ça, c'est aussi un féminisme dont on a besoin. C'est de se battre immédiatement avec les mêmes armes sans être forcément un porte-parole, mais simplement en disant il y a un obstacle, je le pulvériserai. Frida, elle est comme ça, enfant, mais elle est comme ça parce qu'elle veut voyager partout dans le monde, elle veut avoir des amants et peut-être des amantes, elle veut faire des études,
à une époque où c'est pas courant pour les femmes de le faire. Elle veut grimper aux arbres, elle veut faire 1000 bêtises et avoir 1000 éclats. Ce qu'elle dit quand elle est jeune, c'est qu'elle veut être médecin. Et c'est intéressant parce que je pense qu'elle est déjà fascinée par le corps. Elle a eu la polio petite, elle est déjà abîmée physiquement, mais parce que je crois qu'elle veut aller voir à l'intérieur ce qui ne se voit pas. Et être médecin, c'est aussi ouvrir le corps en deux pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc je pense qu'elle a comme ça cette idée de rien ne me résistera, j'irai voir ce qui se passe au-delà. Cet accident que vous évoquiez, à 18 ans, qui la laisse littéralement brisée en 1000 morceaux. Ce corps qui avait tellement envie de courir partout, d'aller chercher le désir, d'aller chercher l'excitation, d'aller chercher l'échauffement et surtout de pouvoir être ce véhicule sublime qui fait que tout est possible et qu'on peut relever tous les défis. Ce corps, il est fini, il est terminé. Il reste la douleur, une douleur qui ne quittera jamais Frida de toute sa vie. Et il reste cette immense fureur, rage et frustration de se dire « et alors ? Est-ce que ça m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire ?» Et je crois, c'est mon sentiment, que cette immense frustration de dire « mais je veux crier, je veux chanter, je veux dire ma douleur », Frida qui, par ailleurs, aimait bien tenir un crayon, avait une petite facilité pour ça. Il y a des croquis qui remontent à son enfance. Elle a quelque chose. Mais tout d'un coup, allongée, avec même plus la possibilité de se redresser. Tout d'un coup, ce qu'elle a hurlé à son père, ce qu'elle a demandé à son père, c'est « rapporte-moi les couleurs, rapporte-moi quelque chose que je puisse étaler, que je puisse exprimer ce qui se passe. Rapporte-moi une toile, rapporte-moi des crayons. » Et ça s'est fait comme une guérison potentielle, même pas une guérison, comme l'expression de son sentiment. Et tout d'un coup, Frida s'est simplement mise à peindre le réel. Elle peignait ce qu'elle ressentait, elle peignait ce qu'elle voyait. Elle ne voyait rien, elle est dans un lit, il y a un plafond, il y a des murs. Et bien, comme quand elle voulait être médecin, il fallait qu'elle déchire ce voile-là pour peindre au-delà. Et elle s'est mise à peindre la réalité qui était celle de sa tête, qui était celle de ses sentiments. Et ses autoportraits, encore et encore et encore, qui interrogent, je pense, au-delà de cette femme qu'elle représente, qui interroge l'identité. Frida, elle représente Frida, mais elle représente une Frida qui souffre, elle représente une Frida qui combat, elle représente une Frida sublime ou une Frida complètement désespérée. Et elle pose cette question fondamentale qui est à la base de toute la littérature ou même de la philosophie, c'est quoi d'être ? C'est quoi l'identité ? Et elle se met à faire ça comme une enfant qui ne réfléchit pas, mais qui a la fulgurance absolue de ne pas être trompée par ce qui se passe et d'avoir le courage d'aller voir ce qui se passe. C'est pour ça aussi qu'après, je pense qu'elle va peindre la fausse couche, l'accouchement, la violence conjugale, le suicide. Aucun sujet n'est tabou parce que tous ces sujets, c'est le cœur même du réel. Ce qu'elle ne s'interdit pas non plus, c'est de vivre, c'est d'aimer, parce que votre roman le raconte très bien. C'est une femme au corps brisé, c'est une femme qui ne peut pas enfanter, mais elle reste profondément femme. Et vous racontez aussi cet autre virus, si on peut l'appeler comme ça, dont elle est atteinte, à savoir l'amour, cette histoire incroyable qu'elle va vivre avec Diego Rivera. Qu'est-ce qui rend cette histoire si fascinante, ce couple si indissociable, que ce soit dans l'amour ou dans l'art? Quand je me suis attelée à ce livre, que je me suis enfin autorisée à parler de cette femme peintre que je côtoyais sentimentalement, on va dire, depuis 20 ans, c'est parce que j'avais envie d'écrire un roman sur l'amour fou, avant tout. Je n'avais pas envie forcément de raconter la vie de Frida Kahlo ou de Diego Rivera. Ce qui m'a poussée, c'est que j'avais envie de me plonger les mains dans le cambouis de qu'est-ce que c'est que ce truc fou qui peut être le plus sublime du monde, qui peut être le plus cruel du monde. Pourquoi est-ce que l'amour nous terrasse à jamais? Pourquoi est-ce que ça fait de nous parfois des gens sadiques, des gens maso? J'avais envie de me coltiner tout ça. Et alors, quel sujet que Diego et Frida? Il y a tellement à en dire. Et je ne crois pas qu'ils soient un couple, je pense bien sûr qu'ils sont un couple fou et éminemment fascinant. Mais comme il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres,
dans les gens connus et dans les gens inconnus. Je pense que le sentiment amoureux, quand il nous dépossède de nous-mêmes, est un merveilleux, fabuleux et terrifiant terrain d'observation. Et ils en faisaient partie, ce couple-là. Diego, odieux, pas odieux, cruel par moments, allant jusqu'au bout, parfois de la vulgarité. Diego aussi féministe. Diego qui pense que sa femme peut-être peint mieux que lui. Diego qui dit à sa femme, non, tu n'es pas ma femme, tu es peintre. Va faire des expositions, va leur montrer qui tu es, sois mon grand dragon. Dans un pays comme le Mexique au début du XXe siècle, qu'un homme pense que sa femme est son égale, bah, c'est pas si courant. Donc Diego est tout à fait fascinant aussi pour cela. Diego qui, quand il rencontre Frida, a eu déjà plusieurs épouses, 2 en l'occurrence, 1000 femmes. Et il en a encore 2-3 par jour s'il veut. Pourquoi tout d'un coup il tombe alors de sa chaise ou de son échafaudage de peintre devant cette toute petite créature, toute maigre, un peu revêche, qui arrive en boitillant? Parce qu'il y a une sorte d'alchimie, et une alchimie, je pense, de dialogue. Je pense que c'est ça avant tout la profondeur du sentiment amoureux quand il nous terrasse, c'est « Ouh là là, je commence une discussion avec toi et je sens que nous n'aurons pas assez de notre vie pour aller au bout de cette conversation. » Alors bien sûr, il y a l'alchimie du corps, il y a voilà, les particules de l'atmosphère qui s'agitent autour de nous, le frisson dans le dos, etc. Mais il y a surtout, tu es ma compagne race, tu es mon compagnon peut-être de toujours parce que Diego et Frida, les pires vacheries qu'ils se font, les pires misères qu'ils se balancent au visage, ils restent l'un pour l'autre la source de toutes leurs discussions sur la peinture, sur la politique, sur le Mexique qu'ils adorent, sur toute la culture aztèque. Ils sont ce puits inépuisable de j'ai envie de prendre tout ce qui se passe autour de nous, augmenter de ton regard, qu'est-ce qu'on va s'amuser, qu'est-ce qu'on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va apprendre. Et ils sont un exemple tout à fait particulier de cela, c'est qu'ils sont d'une violence inouïe, ils sont d'un amour inouï, ils sont des traîtres, ils sont aussi cette hydre à 2 têtes qui ne peut pas vivre ensemble et qui ne peut pas vivre séparés. Et en ça, ils étaient, oui, peut-être une facette de l'amour que j'avais envie d'explorer, d'aller, voilà, non pas y répondre, c'est impossible, mais d'aller dans voilà, les rouages de cette histoire-là pour que collectivement, voilà, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que cette chose qui fait que on peut être le plus grand peintre du monde. Et c'est le cas de Diego à l'époque, quand il rencontre Frida. Il est le plus grand peintre du monde. Les plus grands s'arrachent ses services. Il a déjà voyagé partout, il a déjà eu des enfants, il a déjà eu des femmes. Il est au sommet de sa gloire et sa gloire n'a pas fini d'augmenter. Pourquoi est-ce que ce type, à partir du moment où il rencontre Frida, il sait que toute sa vie, il sera vide si elle n'est pas là? À partir de ce moment-là, c'est comme une malédiction. Et Frida, qui dit de Diego, j'ai eu 2 affreux accidents dans ma vie. Affreux. Le bus et le tramway qui me laissent complètement violée, tuée, brisée. Mais peut-être que le second, c'est le pire. Et le pire, c'est quand je t'ai rencontré. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que les accidents, c'est évidemment quelque chose de négatif. Quand on est accidenté dans sa vie, que ce soit psychiquement ou physiquement, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on n'est plus la même personne. Qu'on est obligé de se métamorphoser parce qu'on doit avaler cet accident qui a eu lieu, parce qu'il nous a laissé des séquelles physiques, parce qu'il nous a laissé des séquelles morales, parce qu'on ne sera plus jamais la personne d'avant cet accident. Mais cette métamorphose nous permet aussi un dépassement. Et souvent, nous sommes la somme de ces cicatrices qui nous permettent d'être une personne pleine de cette maturité des coups de canif de la vie. Et quand elle dit ça à Diego, tu es le pire de mes accidents, bien sûr qu'elle lui jette ça au visage comme rends-toi compte de ce que tu me fais. Ce qu'elle dit aussi, c'est tu as changé ma vie pour toujours. Et aussi, tu me permets de devenir Frida. Après, Frida, elle a ses folies et ses obsessions et cette femme qui est si libre, qui affiche sa bisexualité à une époque où c'est très difficile de le faire, qui ne se laisse stopper par personne dans ses velléités et ses désirs. Frida est aussi cette femme
qui dit et qui pense, moi, mon métier dans la vie, c'est pas d'être peintre. Mon métier dans la vie, c'est d'aimer Diego Rivera. C'est ma profession, c'est ma fonction, c'est mon activité. Et elle pousse le curseur de l'amour dans quelque chose qui nous paraîtrait aujourd'hui aussi être une soumission, commencer à être totalement au service de l'autre. Et il n'y a pas d'opinion à avoir dessus. Ce qu'il faut, c'est embrasser toutes les formes de l'amour et essayer, oui, de les observer. Et Frida, elle dit cette chose-là, que d'aimer Diego, ça lui prend toute son énergie, ça lui prend tout son temps. Mais de fait que quand elle peint, elle se peint elle pour que Diego la regarde. Elle peint Diego, elle peint leur ensemble, et elle est dans cette obsession qui fait d'elle une grande peintre et qui fait d'elle la postérité qu'elle a aujourd'hui. Il y a une autre femme que vous avez évoquée dans un de vos livres, aussi une femme très libre, aussi une femme forte, à savoir Gabrielle, que vous avez écrit à quatre mains avec votre sœur Anne Berest, où vous parlez de Gabrielle Buffet, qui elle était la muse des artistes Francis Picabia et Marcel Duchamp. En quoi le fait de cohabiter comme ça, en écrivant avec des femmes aussi libres et aussi fortes, vous nourrit et vous marque? Je dirais que le rapport qu'on entretient aux personnages que l'on met dans des livres, qu'ils soient des personnages inventés ou des personnages qui ont été des personnes réelles, ce qui est le cas de Gabrielle, ce qui est le cas de Frida, c'est une sorte de ping-pong. Il y a des moments où on est terrassé par ce que ces femmes nous apprennent et nous apportent. Et que de se plonger dans leur vie au plus intime et au plus profond nous permet de faire des échos aux combats que l'on mène encore aujourd'hui, aux questions qu'on se pose sur qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est d'être une créatrice, qu'est-ce que c'est d'être une mère, qu'est-ce que c'est d'être une amoureuse, etc. Et elles nous nourrissent tout ça dans notre vie aujourd'hui. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que l'écrivain, il se prend aussi un peu pour un démurge, et que quand il a jeté son dévolu sur des personnages ou des personnes, il les prend pour les recréer à nouveau. Et cette formidable matière que ces personnes sont, que ce soit Gabrielle ou Frida, à un moment donné, elle nous oblige à être audacieuse en tant qu'écrivain, à les prendre et à les dépasser, à les sublimer, à les transformer aussi. Euh, la vraie Gabrielle Buffet n'est pas exactement la Gabrielle Buffet du livre de Anne et moi. La vraie Frida Kahlo n'est pas exactement la Frida de mon livre. Je me suis permise d'essayer d'avoir de l'audace, de casser des conventions, de casser des codes, de leur faire et dire des choses qui les faisaient avoir une certaine couleur et une certaine lecture et une certaine narration, un angle. Donc, à certains moments, elles m'ont permis de m'améliorer en tant qu'auteur, de me questionner sur mon art, sur mon artisanat, sur la manière dont je travaille, parce que je devais aller au plus loin pour elles. Et par moments, elles nous nourrissent aussi dans les périodes de doute et tout simplement par tout ce qu'on traverse aussi dans notre vie. Quand on écrit un livre, on traverse des choses intimes, on traverse aussi des choses sociales, politiques et historiques. Et nous sommes baignés de cela. Et nous savons en ce moment à quel point le monde est obligé de se remettre en question sur le racisme systémique, sur tous ces sujets. Nous sommes en post-confinement, tout ça, on est tellement bouleversés. Ces figures-là, les figures que l'on met dans les livres, qu'elles aient vécues il y a 100 ans, il y a 10 ans, permettent de réinterroger tout le temps le présent. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut faire attention. Pour réinventer le présent, il ne faut jamais brûler le passé. Il faut le prendre, il faut le questionner, il faut le condamner. Parfois, il faut lui rendre justice, mais il faut l'incorporer absolument pour que les fondations soient solides des révolutions que l'on mène aujourd'hui. Ce monde d'aujourd'hui, vous le disiez, il est complètement incertain, complètement flou quant à l'avenir et pourtant, j'ai envie de songer au titre de votre roman Rien n'est noir. Est-ce que vous croyez à cette philosophie de Frida Kahlo de se dire que rien n'est noir et qu'il peut toujours y avoir de la lumière et de la couleur partout? Peu importe, je pense que quelqu'un puisse penser que je suis candide ou naïve. Cette philosophie, elle est viscérale pour moi. Comme elle l'était chez Frida, je pense que c'est ce qui a fait aussi que je me suis sentie si proche de cette femme.
Frida, on parle de quelqu'un qui a été très tourmenté, qui a été accidenté, qui a été abîmé, brisé. Sa force chaque jour, non seulement de survie, mais de faire en sorte qu'un moment, une seconde, peut toujours être une étincelle, une fête, une prise de risque, un changement de direction. Je pense que plus que jamais, ça parle aujourd'hui, et nous le voyons bien autour de nous. On est dans un monde incertain, nous vivons des moments par moments qui sont tragiques. Voyons la jeunesse qui se lève, qui est dans la rue, qui est dans la rue pour s'élever contre le racisme, qui est dans la rue pour se battre pour l'écologie. Moi, ces jeunes-là, ils m'apprennent tout le temps quelque chose. Et pour eux, je pense que rien n'est noir, littéralement. On leur a laissé quand même, on leur laisse un monde qui est fêlé dans 1000 sens. Et ces jeunes-là, ils se lèvent, mais ils dansent dessus. Ils dansent sur le volcan. Et ils sont prêts à construire ces choses-là. Et dans mon humble mesure, je pense que j'ai cette chose-là aujourd'hui. Je pense que je peux être très atteinte, très touchée par les choses, que je peux être ébranlée au fin fond de moi et que j'ai une certaine mélancolie ashkénaze qui ne me quittera jamais. Mais chaque jour, du lundi au dimanche, peu importe les codes, si tout d'un coup c'est la fête, parce qu'il faut célébrer une belle nouvelle, un minuscule moment, un moment politique, célébrer quelque chose, cette force-là, c'est de se dire, aujourd'hui, je ne suis pas morte, je suis toujours vivante, tout est possible. Ça, c'est le Rien n'est noir de Frida, et je le ressens plus que jamais. Merci beaucoup pour ce beau message d'espoir, Claire Verrest, et surtout portez-vous bien. Merci beaucoup.